Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission emploi RH de Bismart. Analyse, débat, expertise chaque jour, du lundi au vendredi. Très heureux de vous retrouver. Et puis il y a nos rubriques habituelles. On va s'intéresser dans notre rubrique en première ligne à une coach un peu particulière, parce que c'est quand l'art se met au service des entreprises pour changer le regard. C'est pas toujours facile, d'ailleurs on va en parler avec elle dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. On parle aujourd'hui, alors je prends mon temps pour le lire, le shadow boarding. Un indice, ce n'est pas un sport qu'on pratique sur la mer. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. On recevra les invités dans quelques minutes. Et le cercle RH dans notre débat, c'est le coup de gueule des agents immobiliers. Ils ne peuvent plus vendre leurs biens immobiliers. Impossible. On peut louer dans du locatif social, mais impossible de vendre des biens. Évidemment, ça pose d'énormes soucis pour bien des milliers d'agents immobiliers. On fait le point dans le cercle RH. Fenêtre sur l'emploi, c'est notre livre, le livre de Smart Job. Working Mom, vous avez compris dans le titre que c'est une manière de coacher et d'accompagner dans ce livre des mamans qui veulent changer de voie et puis qui veulent garder un équilibre de vie. Ça sera à la fin de notre émission. Tout de suite, en première ligne, à la rencontre de notre coach. En première ligne, notre rubrique, tous ceux qui sont au contact de cette situation sanitaire difficile et situation économique aussi. Et puis, il y a tous ceux qui accompagnent ces entreprises en difficulté ou angoissées pour le moins. On va parler de l'art. Oui, tiens, vous allez me dire, mais pourquoi l'art ? Nous sommes avec Rose-Marie Stolberg. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne de l'art et des idées, professeure à la Sorbonne, si je ne m'abuse. Vous l'avez été ? Non, j'enseigne dans le public et le privé, mais je continue de travailler avec la Sorbonne, mais surtout pour des recherches. Donc, je n'ai pas dit de bêtises, vous avez bien travaillé avec la Sorbonne. Spécialiste des liens, art et sens au travail et du travail. Oui. Évidemment, c'est un peu iconoclaste de se présenter comme coach. Comment ça se passe quand vous avez un client qui vous dit moi, j'aimerais comme ça qu'on parle d'art dans l'entreprise. Ça se passe comme ça, d'ailleurs ? On vous le dit comme ça ? Pas tout à fait. Alors, je ne suis pas coach, je n'ai pas de formation de coach, je suis historienne de l'art et c'est en tant qu'historienne de l'art que je me présente avec cette spécificité de travailler les relations entre art et travail et de dire, voilà, un artiste, c'est l'entrepreneur de son propre talent, c'est un leader, il doit faire face à des situations tout à fait similaires que les managers et les leaders d'entreprise connaissent. Et ils ont une particularité aussi en commun, c'est qu'ils doivent travailler avec le chaos du monde et l'organiser. Et aujourd'hui, ça a du sens quand on se rend compte que les situations que vivent les entreprises, et notamment avec le Covid, de manque de visibilité, de complexité, des informations multiples et contradictoires, ce qu'on appelle notamment le monde VUCA. Le monde VUCA ? Oui, c'est-à-dire la vulnérabilité, la volatilité des informations, l'ambiguïté des informations contradictoires. Mais Rose-Marie, l'art et l'entreprise, c'est deux mondes très contradictoires. Enfin, en tout cas, dans l'image d'Épinal qu'on s'en fait, l'entreprise, c'est de la production, c'est des gens qui travaillent, qui produisent. J'allais dire, il n'y a rien d'artistique. Et vous faites le lien, vous faites la passerelle. Oui. Donc vous changez le regard, vous changez leur propre regard sur l'art aussi. Oui, parce qu'il faut changer le regard sur l'art. L'art n'est pas quelque chose de déconnecté de la vie, c'est même exactement le contraire. Et tous les artistes, alors je ne vais pas faire un cours d'histoire de l'art, mais du XXe siècle, sont évertués à vouloir dire que l'art est au service de la vie, que l'art est en lien avec la vie, et que la matière première des artistes... On pense à Picasso, le plus connu c'est Guernica qui raconte un moment, un événement majeur. Un événement majeur et qui se nourrit de ce qui l'entoure pour reconstruire, pour construire un rempart et nous le restituer. Un artiste a l'angoisse de sa création, il crée, pas à pas, il avance, il est habité par une idée et puis il va essayer de la mettre sur une toile, par exemple, ou dans un livre. Oui. La similitude avec le chef d'entreprise, c'est quoi ? C'est que lui aussi, il est dans l'angoisse de l'échec, de la peur, il a des moments comme ça d'hésitation et en même temps, il est porté par une énergie, c'est ça ? Oui, alors il y a des qualités tout à fait communes. Tout d'abord, une grande détermination, beaucoup de courage, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de s'opposer au monde entier en créant une nouvelle forme d'art, parce que ça pourrait être beaucoup plus simple pour Picasso ou n'importe quel autre de continuer de donner aux personnes ce qu'elles attendent. Mais comment on fait avancer une société alors ? Si on continue de livrer ce qu'on attend, on n'a pas de
projection. Ça s'appelle de le conformisme. perspective. Ça veut Voilà. dire, on est un peu moutonnier là. Voilà, et du coup, on ne projette plus de possibilités pour ouvrir l'avenir. Un artiste, c'est quelqu'un qui nous apporte des nouvelles références pour ouvrir l'avenir. Et ça, effectivement, vous le voyez dans l'entrepreneur qui invente, qui crée, Absolument. et qui va porter avec lui, qui va entraîner. On est venu, vous êtes venu, pas nous, avec une œuvre, parce Oui. qu'il y en a des centaines, j'imagine que vous présentez des centaines d'œuvres, et sur lesquelles vous allez nous éclairer, nous rendre plus intelligents. C'est l'œuvre une des œuvres de Fernand Léger. Oui. On va la voir. Pourquoi celle-ci en particulier, cette œuvre de Fernand Léger? Regardez, vous la connaissez évidemment par cœur. Oui. Pourquoi vous l'utilisez? Parce qu'évidemment, il y a un petit côté industriel, il y a un petit côté métal, il y a un petit côté, je sais pas. Oui, parce que justement, elle, dans le cadre de l'art, de parler de l'art en situation de crise, ou en tout cas des qualités d'un leader en situation de crise, cette œuvre, d'abord, elle est de 1917, c'est la partie de cartes. Ce qui est important, c'est que c'est en pleine guerre, donc je ne veux pas faire de parallélisme difficile, mais c'est une situation extrêmement complexe, très ambiguë. On a parlé de guerre, hein, le président a parlé de guerre. Absolument, où il y a un manque de visibilité, en tout cas pour les hommes qui sont sur le terrain, 14-18, ceux qui en sont revenus, on les appelle les survivants. Donc c'est une situation extrêmement tendue, donc il ne l'a pas en 1917 à ce moment-là. Et effectivement, ce qui nous montre dans ce travail, c'est que la difficulté qu'on a de lire d'abord ce tableau-là que je vois, c'est la métaphore de la difficulté qu'on a de lire une situation. Au premier abord, donc elle est complexe, elle est multiple, les informations viennent de partout, et en même temps, on a ce manque de clarté. Donc cette incertitude, il la vit au quotidien et il nous la transmet dans cette œuvre. Il est très métaphorique de la situation générale d'un chef d'entreprise. Absolument. Comment on vous accueille? C'est compliqué ou pas? Ou on vous dit, oh, c'est génial, tiens, je vais aller faire pour des gens qui font du marketing ou de l'informatique ou je ne sais, tiens, on va faire 2 heures d'art. Enfin, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que je vais faire dans ces formations? Oui, alors ça, vous avez raison. Vous avez raison, mais après, une fois qu'ils l'ont vécu... Il faut les pousser un peu quand même. Une fois qu'ils l'ont vécu, c'est pas la même. Parce que la première chose qu'ils me disent, c'est jamais j'aurais pensé que l'art, c'est du travail. Et que l'art puisse être... C'est du travail. Physiquement, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut de l'énergie, de la disponibilité. Il faut s'y consacrer. Il faut s'y consacrer. Et puis, il n'y a pas de... Les artistes que je connais aujourd'hui, et puis même les artistes, ils disent, on travaille tous les jours, un peu moins le dimanche. Non, mais Et puis j'ai dirigé des écoles. Je dis ça parce que j'ai dirigé des écoles d'art appliqué, d'art et d'art appliqué. Ça bosse tout le temps. La première chose quand je voyais les parents, c'est qu'ils disaient, pour eux, ils vivaient comme un drame que leur enfant veuille faire un métier artistique. Je peux comprendre aujourd'hui, on voit bien que souvent c'est pas un métier pour les parents. Voilà, passe ton bac, on verra après. Voilà, à part ça, tu fais quoi comme métier? Mais c'est ça, t'as un métier à côté, ouais. Voilà, et dans le cadre de ce travail de direction, de pédagogique, j'emmenais les étudiants vers de l'insertion professionnelle. Et là, je me suis rendu compte, en discutant avec les profs qui étaient dans le métier, qui avaient affaire au monde industriel, et moi-même avec les entreprises, que là, il y avait un fossé, c'est la cerise sur le gâteau, le côté un peu décoratif, le côté un peu, quand on a le temps, divertissement, ou fiscal, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. En tout cas, quand ils sortent de ces formations, c'est vraiment passionnant. On a envie de voir plus de tableaux, évidemment, mais ils ont un autre regard sur eux-mêmes et sur l'art. J'imagine que le client, quand il vous contacte, c'est peut-être aussi parce que le patron lui-même est passionné par l'art et il pense que c'est un levier, j'imagine. Alors, il y a absolument. C'est souvent parce que les personnes ont eu un coup de cœur sur la présentation que j'ai rencontré, parce que j'ai fait des conférences, comme j'interviens au Centre Pompidou, donc on s'est rencontrés dans ce cadre-là, et c'est vrai que l'angle d'attaque, l'art, pour qu'on puisse se le réapproprier, pour approprier ses propres compétences, être en capacité de mieux regarder une situation, être en capacité d'être plus déterminé et de porter des valeurs aussi, parce qu'un artiste, c'est la grande force, c'est qu'il porte du sens, il donne du sens, il porte des valeurs, et il sait le communiquer. Mais bien sûr. Donc, il doit avoir une forme de charisme, alors soit par l'écriture, soit par la démonstration pure et simple de l'œuvre qu'il produit, soit par sa capacité à faire des conférences. Et Fernand Léger, par exemple, a beaucoup communiqué. Et je tiens à parler d'une valeur précise, parce que 14-18, s'il vous plaît, important, il met l'humain au cœur du process. Il ne faut pas se tromper. On c'est l'entend pas la beaucoup sur le plateau, on remet l'humain au cœur. Mais lui, ce qu'il a découvert pendant la Première Guerre mondiale, c'est qu'on ne survit que si on est solidaire. Bien sûr. Et ça, d'un point de vue anthropologique, c'est juste vrai. Et j'ai rencontré des survivants de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dit ce qui nous a permis de survivre, c'est parce qu'on était solidaires.
Donc ça, c'est ce qu'on découvre dans l'art. Rosemarie Stolberg, historienne passionnée, passionnante, à la rencontre, parce que vous partez à la rencontre de chefs d'entreprise, de managers, eh bien pour leur changer un petit peu leur paradigme et le regard qu'ils portent peut-être aussi sur eux-mêmes, parce que l'art nous renvoie à nous-mêmes. Merci, vous êtes historienne de l'art, des idées, spécialiste du lien, du sens au travail et du travail, avec des conférences, on vient de l'entendre, à Pompidou. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Merci. À très bientôt, la suite de nos programmes Work in Progress et avec Jérémy Cléda. C'est tout de suite. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy Cléda est avec nous. Vous étiez avec nous en plateau, vous n'en avez pas perdu une bouchée. C'est passionnant quand même cette idée de changer le regard des managers par l'art. C'est intéressant ça. Je sais pas, ça va peut-être vous donner l'envie de faire un article. Nous, en fait, Ou vous l'avez déjà fait peut-être. On s'en concerne parce qu'on a créé un atelier d'artistes au dernier étage de nos bureaux parce qu'on pense que les deux peuvent très bien coexister. Donc j'ai écouté ça avec attention. Donc des artistes sont physiquement dans vos locaux. Exactement. Génial, génial. Ça, on ne le savait pas. Vous voyez, ça serait un invité à avoir sur le plateau. Là, on revient à des choses peut-être un peu plus prosaïques avec un mot anglais, parce que ça vient souvent du monde anglo-saxon, le shadow board. Exactement. Et votre invité va tout nous expliquer. Il ne faut pas essayer de faire des liens avec tout, mais en tout cas, l'art, c'est peut-être voir les choses différemment. Le shadow board, c'est un peu ça. Concrètement, c'est quoi ? Si on a une traduction littérale, c'est un peu faire un conseil d'administration fantôme. L'idée, notamment pour les grandes entreprises, c'est se dire, notre conseil d'administration, bien sûr, statut sur les grandes décisions et sur l'avenir de l'entreprise, mais parfois on peut être un peu déconnecté de notre réalité, déconnecté des nouvelles tendances, des nouvelles technologies. Pourquoi pas créer un board constitué de jeunes talents et qui eux aussi peuvent influer sur l'entreprise. C'est un concept qui est assez novateur et on va en parler avec Leslie Dehan. Bonjour Leslie, vous êtes la DRH du groupe d'Adecco en France. Bonjour. Et justement, dans le groupe, vous avez mis en place ce type de structure. Vous avez appelé ça un advisory board, si je ne me trompe pas. Un groupe de jeunes talents issus d'un peu toutes les filiales du groupe pour répondre à ces enjeux. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est constitué ? Oui, alors effectivement, nous avons construit ce principe d'advisory board ou shadow comex, comme vous l'avez effectivement introduit depuis 2016, parce que le groupe accorde depuis toujours une place très importante aux jeunes talents. Nous avons d'ailleurs d'autres initiatives pour accompagner les jeunes, comme notre opération CEO for One Month qui existe lui depuis 2013. Donc l'advisory board, il est composé d'une douzaine de jeunes talents, comme vous l'avez dit, qui représentent toutes les marques de l'entreprise et qui ont un mandat d'1 an. Ce Shadow Comex se réunit une fois par mois pour plancher sur la gouvernance du groupe. Donc c'est vraiment un laboratoire d'idées, un regard différent et une contribution aux réflexions et aux orientations stratégiques du groupe. Et comment alors, parce que vous avez des milliers de collaborateurs, on imagine que quand on a peut-être la trentaine, y participer, c'est une expérience extraordinaire. Comment vous faites pour les sélectionner et ensuite, comment vous les faites travailler sur des sujets précis ? Très bien, écoutez, jusque-là, nous avions plutôt pris le parti de nommer les jeunes talents via les membres du comité de groupe. Mais cette année, on a pris un angle un petit peu différent et on a ajouté la possibilité de postuler en candidat libre via plusieurs campagnes de promotion qui incitent évidemment à rejoindre le board. Et puis, bien sûr, un processus, je dirais, de sélection en 3 temps. Avec tout d'abord des questionnaires de personnalité de motivation qui sont revus et notés. Ensuite, un entretien avec un jury qui est composé d'anciens membres de l'Advisory Board, qui lui aussi fait une grille d'évaluation. Et puis enfin, les candidats sont shortlistés et proposés au comité de direction qui fait sa sélection finale. Et ensuite, parce certains détracteurs de ce type de structure disent c'est un peu marketing, c'est aussi pour apporter un peu de jeunesse dans tout ça. Est-ce que vous avez des exemples justement de réflexion, de décision qu'a pris ce Shadow Comex et ensuite qui a impacté la stratégie de l'entreprise ? Oui, tout à fait. Je vais peut-être en citer 2. Un premier qui est la création d'un dashboard de pilotage des indicateurs sociaux. C'était la problématique qui leur avait été posée, c'est comment lier la performance sociale à la performance économique. Et donc, on a décidé de déployer dans les agences
ces dashboards avec des indicateurs tels que l'égalité homme-femme, la santé et la sécurité au travail, la qualité de vie, l'éthique et la conformité. Un autre exemple, très récent, nous leur avons demandé de plancher sur l'organisation du travail avec l'impact du télétravail. Et notamment, ces travaux sont aujourd'hui utilisés par mes équipes en ressources humaines pour fixer les nouvelles modalités de nos accords d'entreprise sur le télétravail. Mais juste Leslie, d'un mot, vous me faites penser que, alors peut-être que vous allez mal le prendre évidemment, mais il y a le Parlement des enfants à l'Assemblée nationale. Ils proposent des idées, ils en font des propositions de loi, puis ensuite c'est repris par évidemment un député qui va porter ça dans l'hémicycle. C'est quoi? Il y a un peu de ça, il y a un petit peu le conseil municipal des enfants, et puis il y a le COMEX avec les gens sérieux, plus âgés, aux cheveux blancs. Et c'est ça l'idée ou pas? Non, c'est pas Non, pas mais ça. je vous taquine un peu. Nos représentants. Oui, bien sûr, je comprends. Vous avez raison. Non, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, pour nous, c'est un sounding board précieux. Ce sont des jeunes qui sont confrontés tous les jours à des problématiques très opérationnelles et qui, du coup, apportent un point de vue peut-être plus pragmatique et terrain sur le déploiement des orientations qu'on souhaite prendre. Ils apportent parfois aussi un prisme différent sur la stratégie du groupe. Et puis surtout, ils sont d'excellents ambassadeurs de cette même stratégie puisqu'ils ont un peu co-construit. Et justement, Leslie, je vais vous poser la question. On le ressent un peu dans les exemples que vous avez donnés. Est-ce que aussi, par la génération qu'ils incarnent, il y a des sujets prioritaires qu'ils veulent voir dans l'entreprise? On l'a senti, hein, vous avez parlé de diversité, de parité. Est-ce que par exemple ces enjeux, les enjeux écologiques, c'est des choses qui ressortent plus via ce board-là que le board plus traditionnel? Je ne dirais pas que ça ressort plus. Ça fait partie des enjeux de l'entreprise et donc des préoccupations du comité de direction. Et c'est nous qui posons finalement les sujets de type diversité, organisation du travail, télétravail. On peut plancher également, et ça fait partie des sujets qu'on a pu avoir aussi autour de la RSE. Effectivement, on va revenir un peu plus sur le sujet de diversité. Ou cette année, on va travailler sur l'attractivité des talents et la marque employeur. On va vraiment prendre des sujets qui sont stratégiques pour l'entreprise et qu'on va leur poser comme une feuille de route. Leslie, question de Béotien, ils se réunissent dans la même salle que le COMEX ou ils ont une autre salle? Comment ça se passe? Alors en ce moment, ils se réunissent surtout via Teams, qui est notre outil virtuel. Bien sûr. Après, voilà, ils s'organisent. Évidemment, la salle que nous appelons la salle de conseil leur est totalement disponible s'ils veulent se rassembler. Maintenant, l'objectif étant, encore une fois, d'avoir un échantillon représentatif de l'entreprise avec toutes ces marques, mais aussi nous avons un maillage géographique, donc nous avons également des gens qui sont partout en France. Donc par principe, et ce même avant la crise, on avait quand même pas mal de réunions virtuelles pour permettre à tout le monde de se rassembler tous les mois. Ouais, Leslie, un mot aussi. Je voulais qu'on prenne 2 minutes pour parler d'une initiative que moi personnellement j'aime beaucoup et que vous faites depuis un certain temps, c'est le CEO for a Month. C'est un peu lié finalement aussi à ça. Pour rappel, hein, c'est l'opportunité pour un jeune, il y a tout un process, mais d'accompagner le CEO d'Adecco pendant un mois. Comment ça fonctionne? Est-ce que finalement on est dans la même lignée, c'est-à-dire d'apporter un regard un peu neuf et à un niveau, là encore une fois, un peu différent? Tout à fait, on est exactement dans la même lignée. C'est ce que je disais en introduction, ça fait partie d'une des initiatives pour accompagner les jeunes au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que pour l'avoir effectivement vécu, c'est extrêmement intéressant puisqu'évidemment la finaliste, enfin cette année c'était une fille, peu importe le lauréat ou la lauréate participe également à tous nos comités de direction. Et à chaque, évidemment, s'exprime et puis aussi finalement fait sa propre conclusion ou retour, rapport d'étonnement, je dirais, à chaque fin de comité de direction. Donc ça apporte vraiment un regard différent, une fraîcheur aussi, je dirais, par rapport au jeune âge évidemment des CEO for One Month au sein du comité de direction. Ces initiatives, on commence à en voir de plus en plus. Il y avait Accor, hein, notamment aussi, qui avait annoncé qu'ils avaient fait un château Comex. Sébastien Bazin en avait beaucoup parlé. Est-ce que vous pensez que ça va se généraliser? Et est-ce que vous pensez que c'est uniquement peut-être une préoccupation de grands groupes ou n'importe quelle entreprise pourrait, à partir d'une certaine taille, parce qu'il faut avoir un peu un pool de talent, hein, mais disons, je sais pas moi, par exemple, nous on est 150 chez Welcome to the Jungle. Est-ce que vous nous conseilleriez de mettre en place ce genre de choses?
oui, il faut simplement l'adapter. C'est sûr que je pense même que les plus petites structures qui n'ont pas forcément de comité de direction pourraient avoir un système équivalent et encore une fois adapté. C'est juste identifier les jeunes talents d'entreprise qui ont envie de participer, qui ont envie de donner leur avis. C'est tout à fait adaptable à tout type d'entreprise, je pense. Merci. Après, ce qui est important, c'est vraiment avoir... C'est un sujet qui doit être porté par les membres de la direction, quelle qu'elle soit. Si on parle d'une PME, on va peut-être moins parler de comité de direction, mais il faut que ce comité de direction, ces membres de direction croient au projet, croient aux regards différents, aux échanges qui leur seront partagés. Merci Leslie Dehan, merci d'être venue sur notre plateau virtuellement, directrice des ressources humaines d'Adecco Group avec ce shadow boarding dont vous nous avez clairement expliqué la méthodologie. Puis des questions pratiques, bah oui, vous vous demandez Jérémy si on peut le faire chez vous. Bah, on vous réinvitera après, vous viendrez comme invité pour nous raconter votre expérience. La suite de nos programmes, c'est Travailler demain. On reste sur de la formation, des expériences un peu nouvelles, vous allez voir avec notre invité. Une start-up, Jérémy, qui fait de la formation, mais une formation un peu particulière, d'un autre genre. Oui, et d'ailleurs, on voyait que chez Adecco, il permettait à des jeunes d'influer un peu sur la stratégie d'entreprise et peut-être aussi d'apporter une nouvelle manière de penser, de travailler. C'est un moyen aussi de former les gens différemment. Et c'est justement le sujet ici. On va en parler avec Elias Gérard. Bonjour. 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 Vous avez cofondé Peachtree. Et justement, l'objectif, c'est de former les gens à des nouvelles manières de travailler et avec un principe un peu différent, si j'ai bien compris. C'est au lieu, vous voyez Arnaud, de mettre les gens dans une salle d'entreprises différentes, toute son entreprise, et d'avoir un cours un peu magistral, et ben vous les emmenez dans des startups pour s'imprégner un peu de la culture dans la réalité, etc. Ouais. Exactement. Comment déjà l'idée vous est venue et comment concrètement, si par exemple Arnaud et moi demain on a envie de y aller, Oui. comment ça fonctionne? J'ai envie d'y aller. Ok, top. Alors, l'idée comme moi nous est venue, c'est que j'ai cofondé cette société avec un camarade de mon école d'ingénieur. 2019, c'est ça? Non, 2019, mais le projet est né en 2017. D'accord. Et en fait, lui était consultant pour des grands groupes. Et moi, j'ai commencé à travailler dans une start-up à la sortie des études. Et on a comparé nos expériences de travail sur nos premières années. Et on a vu qu'elles étaient bien différentes et qu'il y avait quand même des complémentarités dans les approches. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire là pour créer de la valeur autour de ça. Et après quelques expérimentations, on s'est dit, le bon modèle, c'est de proposer de la formation, puisque ça permet de développer les compétences des gens. Ils vont s'approprier ces complémentarités. Un grand groupe, par exemple, qui va voir, ce qu'on imagine qu'ils sont intéressés par ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils recherchent en premier? C'est quoi? C'est de l'acculturation, des nouvelles méthodes de travail, un peu peut-être plus souples, modernes que ce qu'ils pouvaient faire? C'est exactement. quoi le truc Globalement, l'idée, c'est de travailler de manière plus collaborative, de privilégier une approche itérative qui se base sur l'expérimentation, plutôt que définir des cahiers des charges pendant des semaines, etc. Tester des choses régulièrement, mettre le client au centre de ses préoccupations. Un exemple concret, Elias. Concrètement, un client vous pose une question. J'ai besoin de cela. Comment vous le transformez concrètement pour répondre à votre méthodologie, à votre technique, j'allais dire même? Donc concrètement, un client va venir nous voir parce qu'il a repéré un besoin de développement de compétences, la formation, un manager ou un responsable formation à faire remonter ou à identifier des besoins. Prenons un exemple sur la gestion de projet agile. Il va venir nous voir en tant qu'organisme de formation. On va définir un projet de formation en disant vous avez besoin de développer telle compétence, tel objectif pédagogique, sur tant de jours. Si c'est pertinent, typiquement il a envie d'insuffler une nouvelle énergie, on va dire on va proposer à votre équipe de venir quelques jours dans une start-up. C'est quelques jours tout au plus. Et puis cette équipe, elle va prendre en charge un projet réel d'une start-up. Et se retrouver du coup dans l'environnement humain. Qui colle évidemment à la demande de la formation, on est d'accord. Et on a sélectionné la start-up en accord avec le client. Et justement, alors cette sélection, comment elle se fait? Parce que on imagine que la qualité de la formation, de l'expérience, si on est concret, elle dépend un peu de la qualité de la start-up aussi. Complètement. Enfin, je ne sais pas si réceptrice c'est le mot, mais en tout cas qui va accueillir les gens. En tout cas, il faut qu'elle dégage. La qualité de l'accueil, il faut qu'elle ait envie, quoi. Puis qu'elle transpire l'état d'esprit qu'on essaye d'insuffler. Et donc c'est pour ça que nous, il y a toute une partie de notre travail qui est de passer du temps avec des start-up, de les connaître, mais de les connaître humainement, pas uniquement dans le business. Parce que exactement.
Donc pour ça, il y a une solution qui est déjà qu'on est dans un écosystème qui s'appelle le Square, où on a beaucoup de voisins. Donc toc, 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 salut. Exactement, en discutant, voilà. Et la valeur pour elle, c'est d'avoir d'autres personnes qui réfléchissent à leurs problématiques. Exactement, et des personnes qui réfléchissent pas pareil, qui viennent de grands groupes ou de grandes administrations, qui vont avoir une approche plus structurée, plus méthodique souvent. Et donc elles vont avoir cet œil nouveau sur une de leurs problématiques. C'est souvent des problématiques de structuration. Quand les startups sont en croissance, elles ont besoin de structurer. Pour qu'on soit bien clair, la formation classique hors Covid, évidemment, puisque là on est en visio, mais sinon c'est une salle, les gens s'assoient, ils ouvrent un ordinateur ou leur téléphone portable, puis ils écoutent quelqu'un qui pendant 1, 2, 3, 4 heures leur expliquait des choses. Là, ça marche pas comme ça. Alors, il y a quand même une partie théorique où tout d'un coup il y a quand même un cours à l'intérieur de la startup. Non, c'est ça en fait. Ce qui se passe, c'est que la startup vient, elle exprime sa problématique, et là on demande aux apprenants, maintenant qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Là, il faudrait cadrer le projet. Donc là, on va expliquer pendant une petite demi-heure. Cas pratique, école de commerce, quoi. Ouais, c'est ça. Pour cadrer un projet, voilà comment on fait, et puis boum, directement, on s'y met sur le cas client de la startup. Et du coup, Elias, j'avais une question. Ouais. Vous vous faites former, vous découvrez un nouvel environnement de travail, des méthodes qui d'ailleurs vous donnent un peu envie. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que finalement la personne formée, elle reste là, elle se dit en fait, moi je suis bien, ça me semble pas mal. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas-là ? On y a pensé, pour l'instant on l'a jamais eu. Parce que ça me fait penser, ça rejoint, on en avait d'ailleurs discuté il y a quelques mois sur le plateau. Ouais. Vous avez par exemple la Maïf, vous voyez, qui est un programme interne où pendant 6 mois, une personne de la Maïf peut aller dans une start-up pour apporter ses compétences et revenir après. C'était d'ailleurs intéressant, il y avait très très peu de cas de gens qui restaient. Parce que c'était une crainte au début du management. Est-ce que ça se rapproche aussi de cette tendance-là ? Peut-être de se dire aussi, c'est pas grave si temporairement mes équipes vont bosser autre part, parce qu'en fait, ils reviennent avec un bagage qui est très intéressant. Exactement, en fait. Et puis, je pense que les gens partent pas parce que quand une entreprise fait ça, c'est une marque de confiance, c'est un investissement sur la personne, parce que voilà, ça une forme de respect d'un salarié qui se dit bon. Exactement. Il faut que je redonne. Sur moi, voilà, il y a un donnant-donnant. Et donc je pense que il y a un formateur quelque part. Il y a quand même quelqu'un qui accompagne le groupe. Nous, on a toujours un formateur. D'accord. C'est important. Physiquement, il y a quelqu'un qui cadre tout ça. Absolument. Et qui va faire des remontées, qui va prendre des notes, puisque comme c'est un cas pratique. C'est ça. Puis qui va de temps en temps avoir une approche un peu coaching en réorientant. Si les débats s'éternisent, il est là pour peut-être qu'on pourrait faire ça. Et ça se relâche un peu parfois entre les groupes des startups et les apprenants, parce que il peut se passer des liens. Il y a pas de l'amitié, mais en tout cas du lien social qui se crée. Absolument. Ce qu'on essaye de faire, en ce moment c'est compliqué, vous imaginez bien, c'est de déjeuner ensemble. Voilà, pour parler d'autres choses que apprendre à se connaître. Et puis souvent, comme les gens ont travaillé ensemble sur un projet, il y a une connivence qui se crée, on s'ajoute sur LinkedIn, on se fait des messages, merci à un tel, etc. Il se crée du lien. Exactement. Merci Elias Gérard, cofondateur de Peachtree. C'est ça, hein ? Peachtree, c'est très, très difficile à prononcer. Mais je l'ai bien dit quand même. C'était très bien. Non, parce que je fais d'énormes efforts. Parfois, il y a des noms. J'ai bossé. C'était top. Peachtree. Merci Elias. Merci à Jérémy d'être venu sur le plateau. Bon week-end à vous, Jérémy. On se retrouve évidemment la semaine prochaine à la rencontre de nouveaux invités. La suite de nos programmes, vous le savez, c'est le cercle RH, c'est le débat. Après cette courte pause, on parle des agents immobiliers. Alors là, on revient du concret. Ils sont évidemment l'arme au pied, puisqu'ils ne peuvent plus travailler depuis ce confinement. Et le ton monte. On va en parler avec eux parce que ça pose d'énormes problèmes pour ces agents indépendants ou les grandes enseignes que vous connaissez. On en parle tout de suite. C'est dans quelques secondes après cette courte pause. Restez avec nous. Crise sanitaire, confinement, que se passe-t-il ? Eh bien, chez les agents immobiliers, c'est compliqué. On va en parler avec eux parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de pouvoir vendre physiquement un bien immobilier, c'est-à-dire de rentrer dans un appartement, de faire la vente et puis essayer de vendre le bien à son client. Impossibilité. C'est possible dans le locatif pour les bailleurs sociaux, ça c'est possible, mais impossible pour la vente privée. Que se passe-t-il ? Une pétition, un texte a été envoyé au Premier ministre, au Président de la République. Les grandes marques, les grandes enseignes ont pris la parole. On va en parler avec eux. Est-ce que c'est un métier qui doit se réinventer, c'est-à-dire commencer à travailler sur de la visio, du 360, du virtuel ? Et est-ce qu'on achète un bien immobilier en virtuel ? C'est évidemment une question fondamentale qu'on peut se poser. Laurent Vimont, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Président de Century 21, alors je ne sais pas si mes chiffres sont bons, mais c'est 5800 agences, 32 000 collaborateurs, je dis une bêtise ? Oui. C'est ça ? En France, c'est 900 agences. C'est 900 agences. Et 7000 collaborateurs. Et dans le monde, c'est à peu près 105 000 personnes et 9000
000 agences. Ça, c'est la prospective que je vous donne dans les 10 ans, en fait. Alors pour la France, C'est pas pour le monde. pas pour- Oui, la France, Pour la je veux bien, France. ça va être compliqué. Oui, il faut y aller. Oui. Vous faites partie de ceux, en tout cas, qui avaient signé ce texte, qui n'est pas une pétition, mais qui est un texte tribune. coup de gueule, une tribune, où vous demandez au président de la République, Emmanuel Macron, eh bien, de revoir sa position. Je ne sais pas s'il l'a revu, d'ailleurs, sa position. C'est en cours, En négociation, en discussion avancée. avancée. Oui. Donc, vous n'êtes pas pessimiste. Vous dites qu'il y a encore un peu de lumière là. Je ne connais pas le pessimisme. Je reste un optimiste absolu. Sinon, il faut arrêter de travailler. Vive l'optimisme. Ça fait du bien, Exactement. parce que depuis des semaines, sur ce plateau, on a Je beaucoup guette de... chaque rayon de soleil, tous les matins. Mais il a fait beau aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Lénaïque Boucher, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Cocoon. Alors, vous avez été créé en 2019. L'idée, c'est que vous êtes en train de prendre, et là je dirais que la crise Covid accélère votre position, le travail sur le virtuel, l'accompagnement, de chasser virtuellement et de pouvoir vendre des biens. Alors est-ce qu'on peut vendre des biens Non, mais vous ne vendez pas, j'entends bien, mais la question qui est posée, c'est est-ce que en travaillant sur ce virtuel, le client est capable de... Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui portez un message un petit peu différent de l'agent immobilier traditionnel? Alors, si je parle de ce que je connais, qui est donc effectivement cette offre personnalisée de chasse locative, il y a des gens qui se décident effectivement sans avoir besoin de visiter pour aller louer. Mais ils sont pas Pour aller louer? Oui. D'accord. Vous me questionnez sur la vente, sur l'achat. Je pense que c'est plus compliqué, sauf dans le cadre, par exemple, d'un investissement locatif. Où là, Oui, on voit bien, et aussi peut-être ceux qui, par exemple, avaient envie ou qui faisaient du Airbnb peuvent finalement se débarrasser de leur bien qui est plutôt en bon état, et ça peut suffire pour certains à faire des investissements En locatifs. tout cas, quand on n'y investit pas personnellement, on n'y met pas sa famille. On investit de l'argent, c'est un bien où on n'habitera pas, on est à distance, c'est ce que vous dites. Oui. Laurent Vimont, commençons par le début, cette lettre au président. Vous me le disiez, ça se discute. J'imagine que ceux qui les représentent, vous peut-être d'ailleurs, allez directement voir Emmanuel Macron pour essayer de le convaincre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on vous a interdit de vendre vos biens? Et alors que je le redis, dans le locatif pour les bailleurs sociaux, c'est possible. Enfin, c'est incroyable. On n'a pas interdit aux agences. En fait, dans l'attestation, il n'y a pas la case permettant à un client de visiter. Parce que le paradoxe, il est épouvantable. On dit cette profession, elle est ni fermée ni ouverte. Elle est interdite au public. Mais les agences ne sont pas fermées administrativement. Elles ne peuvent pas recevoir de public. Et donc les collaborateurs peuvent travailler. Travailler, ça veut dire pouvoir aller démarcher des gens, aller rentrer des mandats et promettre aux clients vendeurs, en toute légalité, de mettre son mandat en vente. Le problème, c'est pas que l'agence peut travailler, c'est que le client acheteur n'a pas le droit de se déplacer. Et donc, on pourrait faire des visites, mais les clients n'ont pas le droit de se déplacer. Et donc, le paradoxe, c'est de dire, d'un côté, continuez à travailler, vous n'aurez pas accès au dispositif de l'État puisque vous pouvez travailler, mais les acheteurs, eux, ne peuvent pas les visiter. Donc, là, il y a une incohérence totale. Et l'immobilier, c'est comme l'amour. Le virtuel, ça reste virtuel. Il faut se rencontrer, il faut sentir les choses. il faut sentir. Bah oui. Et dans l'ancien, c'est une histoire extrêmement irrationnelle. Bien Donc, sûr. on peut raconter ce qu'on veut sur la vie virtuelle, ça reste virtuel. Et je ne connais pas de clients ou peu de clients capables d'acheter un logement Pour y habiter s'y et mettre sa loger famille, ouais. ou loger leur famille, C'est clair. capables de s'engager uniquement en ayant fait une visite, parce que tant qu'ils n'ont pas senti toucher les murs, il n'y a pas le coup Il y de a cœur. l'énergie, il y a la rencontre. Exactement, il y a quelque chose de particulier, donc il faut arrêter de rêver, ça ne fonctionne pas, donc on est dans les starting blocks, et on espère que le bon sens paysan qui caractérise la France va reprendre le dessus. Donc ça se négocie, hein, vous nous le confirmez. Ça avance, oui, il faut être optimiste, et puis considérer qu'il ne faut pas non plus, contrairement à certains, demander la fermeture de ce qui se fait. Nous, on ne demande pas ça, on dit juste élargissez le périmètre, parce que derrière l'agent, c'est pas le problème, ce sont les drames de clients qui ont vendu un logement il y a un mois, qui sont coincés chez eux, qui doivent se reloger, de couples en train de divorcer, avec des situations maritales qui sont parfois chacun très doit trouver son compliquées. logement. Et ils doivent se séparer physiquement, et ils ne sont pas séparés. Non. L'intérêt pour moi, c'est pas l'agence. On peut tenir, et je dirais que par rapport aux restaurateurs, nous sommes gâtés. Donc je ne suis pas en train de pleurer, je dis juste qu'il y a des clients qui ont des situations qui sont extrêmement compliquées à vivre, et il faut s'en occuper. Oui, il y a des débats humains, il y a des situations humaines. Les gens sont obligés de cohabiter et qui aimeraient bien pouvoir se séparer. Vous les récupérez, vous, ces clients, vous dites? Oui, effectivement, nous, il y a quand même plus 60% de demandes à la location. Et une partie vient de ceux qui n'ont pas accès au crédit et qui ont quand même des bons dossiers, et de ceux qui se séparent à cause du Covid. Hein. Il y a eu un plus 10% dans la demande un peu nouvelle, etc. Bon, nous, en fait, nos coconneurs, qui sont des gens qui ont une intelligence émotionnelle un petit peu au-dessus, ils s'occupent un petit peu de les accompagner dans ce moment. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils sentent un peu ce que veut le client, ce qu'il cherche exactement. C'est ça, l'intelligence émotionnelle? Oui, c'est ça, et c'est surtout la capacité à donner un bon
conseil à quelqu'un qui se sépare, qui est brisé et qui quand même doit garder le cap. Quelqu'un qui a sa femme qui va être enceinte, elle est sujette à des humeurs un peu changeantes, et ben ils sont contents de voir arriver un cocooneur dans cette relation parce que c'est quelqu'un qui a capitalisé lui sur ses grands moments de vie, donc naissance, séparation. Et il les prend par la main. Bah oui. C'est un peu de ça, quoi. Et d'autant plus qu'en ce moment, L'empathie, ouais. exactement, ça s'appelle l'empathie et c'est d'autant plus présent que le climat est anxiogène et incertain. Quelques chiffres sur la baisse des ventes, parce que je me suis renseigné, je suis allé sur Internet pour voir si, malgré tout, on réussissait, certains de vos collègues, concurrents, ou vous-même d'ailleurs, certains de vos agents, réussissaient à vendre quand même en virtuel à distance. Il y a eu des ventes ou pas? Il y a un quelques petit ventes, peu, mais qui ont été faites à des gens qui avaient visité avant le confinement. Ah, voilà, donc en fait c'est un cas particulier. Et les quelques ventes qui se font pendant le confinement sont des ventes en virtuel avec dans la promesse de vente une condition suspensive de visite physique avant le passage chez notaire dès déconfinement. Notaire ouvert, il faut rappeler que ces institutions-là sont ouvertes. Ils sont ouverts si vous êtes là pour un acte officiel. Pas de conseil, mais ils sont capables de signer à distance maintenant. Voilà. Donc c'est possible de pouvoir... Exactement, ils ont fait de gros progrès comme nous d'ailleurs et ont ouvert leurs études avec les signatures à distance. Concrètement, là, au niveau de vos agents, il y a du franchisé, il y a des gens qui ont pris que les franchisés, qui ont pris la marque Century, mais qui sont à l'origine. On a vu quand même un boom du nombre de cadres, de gens qui ont dit tiens, j'arrête tout, j'arrête mon métier, puis je me lance dans l'immobilier. Ça, vous l'avez senti. Sauf que patatras, là arrive cette crise Covid, confinement, c'est compliqué pour eux. Ils changent de vie et c'est à ce moment-là que ça se grippe, quoi. C'est là tout l'intérêt d'une marque, d'un réseau et des conseils qui vont avec. Nous, par exemple, on refuse des dossiers qui sont trop courts en financement. En création, on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et quand on crée une entreprise, il y a des choses imprévisibles, donc il faut les prévoir. Et donc, on a des plans de trésorerie qui intègrent dedans la difficulté. Tout comme quand quelqu'un vient acheter ou louer un logement, on lui dit gardez une petite poire pour la soif, mettez pas tout votre argent dans le dispositif parce que ça peut mal tourner. Et donc, nos agences, d'abord, sont soutenues. Nous avons supprimé les redevances minimum pendant les 6 mois qui viennent de s'écouler. Donc, on accompagne nos partenaires et puis nos consultants suivent chaque agence physiquement quand c'est à moins d'1 heure de chez eux et virtuellement quand c'est beaucoup plus loin pour les accompagner. Et on a maintenu le réseau sous pression avec des plans d'action. Pendant le Covid, la saison numéro 1, on a eu 6 plans d'action avec un live que je faisais par semaine pour maintenir le réseau en communication. Rester en communication, quoi qu'il arrive. On a fait faire pendant le Covid tout ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant le Covid. 2 choses simples, mettre les agences aux normes RGPD et deuxième, relancer leurs clients, qualifier leurs clients. Ça a été un truc absolument incroyable. Comme ils avaient du temps, on leur a fait utiliser. Là, on recommence. Là, c'est pratique, ça, pour le coup. Ce temps-là permet d'aller chercher... Avec un hashtag qui est prêt à repartir. Vous l'avez, ce hashtag prêt à repartir, notez-le. Les loyers, juste d'un mot, parce que ces agences, évidemment, payent des loyers et ne sont pas propriétaires des murs. Très peu de négociations. Très peu de négociations. Donc, ils payent leur loyer. Mais encore une fois, cette profession, elle est un peu privilégiée. Ça fait 15 jours. Ça va. On n'a pas Vous pouvez tenir. Moi, j'ai été touché par un reportage il y a 3 jours sur une grande chaîne télé d'une dame qui avait 70 000 euros de stock qu'elle avait reçu 2 jours avant le confinement, magasin fermé. Je l'ai vu si elle sur ne vend pas, elle meurt. Dans du textile, si je ne m'abuse. Oui, c'était terrible. Nous, on a la chance d'avoir pas de stock. C'est déjà un certain avantage. Et puis d'avoir un peu de trésorerie parce qu'on fait de la gestion locative. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que la vie est belle. Je dis juste qu'elle est beaucoup plus dure pour certains. Enfin, en tout cas, il y avait une incohérence dans la manière dont tout est ouvert, sauf la possibilité d'un client qui puisse avoir sur sa feuille « Je vais chez mon agent immobilier signer les papiers et voir l'appart ». Ça, c'est très incohérent quand même. J'ai vu un monsieur qui vendait des stylos inventer le concept du click and collect dans un reportage aussi, dans un journal de télévision. Il a mis sur sa vitrine un bouton « clic ». Et donc, les gens pouvaient rentrer pour collecter les choses que lui vendait. J'ai trouvé ça génial comme situation. C'est du click and collect qui n'est pas virtuel. Oui, enfin, il y a quand même, effectivement, quand on va dans certaines rues à Paris ou ailleurs, on voit quand même des commerçants qui ont un peu détourné le... Mais la troisième vague sur économique, elle sera terrible. Oui, vous la craignez parce que là, ça va me permettre, vous aussi, vous êtes concerné, bien sûr, parce que c'est le prix du marché. Vous êtes évidemment un des indicateurs de ce prix du marché, vous le savez. On nous annonçait une baisse terrible du marché, premier confinement. Elle n'a pas eu lieu, cette baisse. Elle n'a pas eu lieu. Est-ce que là, aujourd'hui, avec des plans sociaux, des départs, des gens au chômage qui vont devoir se séparer de leurs biens, vous craignez une baisse du marché ou le marché va résister ? Alors, il faut apprendre à dire « je ne sais pas ».
ce que j'ai fait pendant le premier Oui, c'est ce que vous disiez déjà. Je ne sais pas. Il ne faut pas se précipiter parce que le système financier français est assez solide et que les banques prêtent de l'argent à ceux qui peuvent rembourser. Et que troisièmement, il y a des assurances chômage dans les crédits immobiliers français. Donc avant Oui, d'imaginer on prend une assurance avec son prêt. cataclysme et un marché qui s'effondre, il faut garder un petit peu de temps parce qu'il y a aussi des flux dans les postes. J'ai vu que dans l'aéronautique, il y aurait des conséquences. En revanche, dans le bâtiment, le plan bâtiment qui a été sur la rénovation des logements, 7 milliards d'euros, il va créer des emplois. Donc il est possible qu'il y ait des vases communicants. Donc moi, pour l'instant, je ne sais pas, les prix sont élevés. Il est probable que ça tienne encore quelques temps. Un peu haut, selon vous, on est un petit peu Ça dans... dépend où, ils sont très hauts à Paris. Oui. D'ailleurs, ça a arrêté de monter, ça s'est stabilisé. Ça baisse Mais pas, on mais est ça s'est sur un stabilisé. marché d'offres et de demandes dans lequel il manque 800 000 logements. Et il y a en face beaucoup d'acheteurs. Vous êtes d'accord? Enfin, cette question du prix, du coût du marché, elle vous impacte, vous, chez Cocoon, ou on entendait l'aspect humain de votre démarche, mais vous êtes forcément impacté sur ces questions-là? Mais non. Nous, plus 60% de demandes, plus 30% d'offres, nous, le marché est aussi tendu et on a besoin d'un chasseur pour faire le tampon, point. D'accord. Et le client qui a besoin Donc vous, la question du prix, elle n'est pas là, c'est que vous avez une offre et une demande. Oui. Le logement, c'est un besoin prioritaire. Et là, on Exactement. cherche. Exactement. On cherche, ils ont besoin Enfin, de se il y a loger les fourchettes, et- si je peux me permettre, les naïfs, quand même. Mais non. Non, d'accord, ok. Non. Enfin, je veux dire, bien sûr que celui qui... Vous vivez dans un monde merveilleux. Mais non. Mais c'est pas ce qu'on dit. Simplement, il y a des ajustements qui se font, notamment avec la distanciation. Par exemple, je veux habiter, ou en location, encore une fois, à 1200 balles à Paris, je veux un T3, bah non. J'irai peut-être un peu plus en banlieue. Oui, ça c'est non, ça c'est clair, voilà. Oui, Tout de voilà. suite, le client, faut Non, pas qu'il rêve. et après, voilà, c'est ça qu'on leur explique aussi. Et dans la façon de trouver leur cocon, c'est-à-dire quelque chose qui peuvent gérer leur vie de tous les jours avec leur passion, etc. Celui qui aime aller faire du surf ou qui a besoin d'aller en Bretagne pour s'éclater, bah, il habite à côté de Montparnasse. Voilà, et donc nous, notre fonction, elle est d'aider la personne qui connaît pas forcément la ville, qui est en séparation, qui alors lui par contre, qui se Vous en sépare. parlez beaucoup, ça a l'air d'être un cœur là en ce moment. Ouais, parce que Ça a l'air d'être un cœur de sujet là en ce moment. Ouais, je vais vous dire pourquoi. Parce que très simplement, la personne est obligée de rester à côté de l'école où il y a l'enfant, Bah oui, qui lui est victime de la séparation. bien sûr. Et c'est C'est ça vrai. le problème. Et c'est là où on a une valeur ajoutée qui est très forte, parce que du coup, quand la contrainte géographique est très forte, bah, le chasseur, il est au taquet. Hein. Il est sur le terrain, il est au taquet partout, il fait du porte-à-porte pour trouver le bien, parce que c'est pénurique quand même. Plus la contrainte est géographique, plus c'est Moyen de pénurique. choix. Voilà, moyen de choix, exactement. Le risque quand même d'une baisse d'un marché. Je mets Paris à part, parce que Paris c'est vraiment un marché très particulier, où il y a peu de logements, mais il y a d'autres villes en province où évidemment Century est implanté. Il peut y avoir, je pense à Airbus, dans toute cette zone toulousaine, bah, évidemment des gens qui vont être licenciés dans un plan social. Ils vont souvent devoir se séparer d'un bien, peut-être un peu rapidement pour avoir du cash. Là aussi, ça tire le marché vers le bas quand même. Alors, il y a quand même un dispositif social avec le chômage qui permet à un client de continuer à payer son crédit. Et dans tous les cas, il y a un loyer à payer. Donc, il ne faut pas rêver. Il y a une charge de logement, quoi qu'il arrive. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement est un sacré matelas pour l'entreprise. Donc, avant d'imaginer qu'on va avoir des millions de chômeurs en France, Oui, on a il faut peut-être attendre un petit peu et considérer que les choses vont évoluer, que les entreprises vont pouvoir amortir le choc, même s'il sera violent. Moi, je pense qu'il y aura une grosse crise chez les commerçants. Où là, il y aura des vrais drames. Sur le reste, encore une fois, les nouveaux métiers dans le bâtiment peuvent, encore une fois, servir d'amortisseur. Et tout ne sera ni blanc ni noir. On va peut-être avoir du gris. Donc, je ne suis pas de ceux qui sont des pitis et qui imaginent que les choses... Vous êtes vont- prudent en tout cas. Vous dites, Très moi, j'ai prudent. pas de boule Je de ne sais cristal. Voilà. Je ne peux pas vous Attends, dire si c'est crois-moi. plus 10, moins 10. On m'a expliqué au mois d'avril que le marché allait baisser 20%. Ouais, Mais pourquoi? Et il n'a pas baissé d'ailleurs, il faut non. le préciser. Hein, Mais le non, il marché. y a eu un raz-de-marée Ouais. de clients acheteurs. Parce qu'ils n'avaient pas, ceux qui avaient prédit ça. Il y a un avaient effet oublié entonnoir aussi. Hein. Que vous aviez des projets stoppés brutalement le 17 Et mars. les gens attendent. Hein. Et que des gens qui achètent ne sont pas là pour acheter des gaufres. Hein. C'est un projet important. Mais c'est assez Et long. entre le 17 mars et le 11 mai, il y a des projets qui sont accumulés. Et d'un seul coup, vous ouvrez les vannes et vous avez des milliers de clients Bien qui sûr. arrivent en une fois au lieu d'arriver en 10 fois. Voilà, l'agence, quand vous allez réouvrir, il y aura la queue devant les agences Comme pour. c'est un confinement qui est apparemment plus léger, il n'y aura peut-être pas la queue, mais il y aura quand même des projets importants qu'il va falloir gérer. L'immobilier, vous l'avez évoqué, Airbnb. Comment vous vous situez, vous, qui êtes une marque nationalement connue, internationalement connue, puis il y a Airbnb, alors là, bon, dernière affaire en date, c'était Joinville-le-Pont, qui organise des fêtes privées, ça c'est du Airbnb. On voit qu'ils sont en train de prendre beaucoup de parts de marché sur le locatif, encore la vente est protégée. Comment vous regardez Là aussi, on est dans la plateformisation, la numérisation du monde, ces mastodontes qui arrivent. Comment on fait là? Comment vous faites On face à n'arrête eux? pas la marée qui monte. Bah ouais. Et donc, il faut apprendre à surfer. Et on a avec Airbnb passé un accord qui a consisté à créer un bail Airbnb Century 21 dans lequel les propriétaires donnent le droit aux locataires de louer leur logement
Et le locataire, en échange de ce droit, ventile avec le propriétaire le loyer qu'il touche. Ce qui permet aux locataires à faible revenu de rester dans l'appartement où ils sont locataires, les étudiants par exemple, qui doivent le rendre Et en d'avoir juillet, un août, petit... d'avoir un petit revenu, au propriétaire de toucher une petite partie de ce... et de garder dans la ville des gens qui y vivent et d'éviter des quartiers touristiques dans lesquels il n'y a plus que de location temporaire. C'est intéressant, on l'a peu entendu, enfin, j'imagine que vous avez communiqué sur le Un sujet, petit peu, oui, mais on l'a peu entendu, ça veut dire qu'on est locataire et on veut avoir un complément de revenu, parce que c'est de ça dont il est question. On deal avec son propriétaire grâce à votre accord. Exactement. Et là, le propriétaire en prend un peu, Exactement. mais le locataire aussi. C'est génial. En revanche, ceux qui avaient Ça marche bien, imaginé ça d'être avec la poule aux œufs d'or et de pouvoir louer 50 semaines par an des appartements avec des niveaux de revenus à 12%, ceux-là sont tombés de leur chaise et ils reviennent à la réalité. Bon, c'est le problème du miroir aux alouettes. Voilà. C'est 120 jours, je crois, là, le maximum de location possible sur Airbnb. C'est 120 jours maximum. Ce qui est sûr, c'est que Airbnb, c'est quoi? C'est un concurrent? Vous travaillez avec eux? Vous êtes la main dans la main? Enfin, comment vous vous situez, vous, dans le marché? Airbnb, nous, c'est des baux touristiques, on n'y touchait pas. Nous, on travaille beaucoup, à 80% avec les agents immobiliers, quelques directs propriétaires, un peu de co-living. Ça dépend des demandes des clients. Mais très clairement, les gens, effectivement, plutôt que de ne pas avoir de rente du tout, se sont tournés vers les agents immobiliers pour pouvoir transformer le bail touristique en bail immobilier mobilité, donc 1 an ou 3 ans, et parce que et ils sont prêts, ces apparts meublés qui étaient plutôt pour des Américains qui payaient plus de 20% sur le prix du marché par rapport aux Français, ils sont prêts à le faire à moins 30% en ce moment parce que c'est mieux que rien. Donc, chacun s'adapte finalement aux configurations du marché. Il n'y a plus de touristes, parce que c'est un enjeu sur Paris. Là, il y a une baisse évidemment très nette. Moi, je rejoins. Mais c'est plutôt des cadres qui partent dans le Gers, parce que la demande Airbnb, elle est plus dans le Gers, en Bretagne, dans le Perche. Enfin, j'ai vu que le Perche avait connu un bon. Il y a eu quelques régions comme ça, mais c'est assez éphémère. C'est éphémère, ça va revenir. Pour terminer. Je voudrais boucler la boucle parce que vous dites on est en négociation. Il y avait quand même pas mal de marques qui avaient signé cette tribune, les grands leaders, La Forêt, Century, je ne vais pas les citer tous. Qu'est-ce qui bloque là aujourd'hui pour débloquer la situation? Parce que sincèrement, je leur dis, c'était un peu incohérent tout ça. Peut-être pas faire une exception de plus qui serait incompréhensible pour le grand public. Il y a une conférence de presse du président qui aura lieu, je crois, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, il s'exprime. Il faut attendre quelques jours. Il faut être respectueux des lois en France. Donc on est, nous... Donc vous n'avez pas eu des clients qui quand même, sont allés... je serais tenté, j'ai pas l'attestation. N'y allez pas, parce qu'on a une réputation. La marque Century 21, c'est une réputation de 33 ans qu'on a construite patiemment. Et donc, emmener un client qui aurait un incident et arrêté par la police, c'est pas acceptable. Donc on dit aux agences, tenez la position, vous n'acceptez pas les visites, il faut attendre encore quelques jours, on aura une réponse, peut-être ce sera le 27 novembre, peut-être le 2 décembre, peut-être plus tard, peu importe, il y aura une réponse un jour. Et j'ai le sentiment que le gouvernement a pris conscience de l'intérêt qu'il y avait d'intégrer le logement comme un besoin impérieux dans l'attestation de déplacement. Voilà, je pense que ça a été entendu. Donc ils sont en train de faire une petite case, ça prend un peu de temps. Je ne sais pas, mais je pense nous avons été collectivement entendus. Les syndicats continuent à travailler avec Madame Vargon en direct avec elle. Donc voilà, on a tous mis nos forces en commun pour faire prendre conscience que le logement était Et ça a bien marché parce qu'elle introduisait, Madame Vargon, le rent là, de cette année, et elle disait justement que c'est un bien essentiel et que surtout en ce moment, plus que jamais, il faut pouvoir avoir l'accès au logement. Nous, en tant que professionnels, on peut. On parle pas du neuf, parce qu'il y a un débat sur le neuf qui est un vrai sujet. Le neuf, c'est pas construit, on peut acheter virtuellement. On peut acheter virtuellement. Et on achète souvent la plupart du temps sur plan. Donc là, de fait. Sûr. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas évoqué le sujet, parce que là, on a le plan, on a la maquette qui donne un peu envie ou pas d'ailleurs. Et en location, quelques agences ont inventé le click and collect et ont proposé des visites virtuelles. Et en fait, font la visite physique le jour de l'état des lieux, puisque l'état des lieux, c'est autorisé. Oui. Voilà. Non mais là encore une fois, si je peux me permettre. Vous savez, les Marines américains disent on s'adapte, on improvise et on domine. Ouais. Parce que là, oui, l'état des lieux est autorisé, mais on ne peut pas visiter l'appartement. Voilà. Enfin, écoutez, j'espère que vous allez trouver gain de cause dans cette affaire, parce qu'il y a un peu d'incohérence quand même. Mais on peut aussi se dire, et quand même voir le côté vertueux, il y a un push à la digitalisation. Ah oui, mais ça c'est sûr. Et quelque part, je vous assure que les nouveaux... là, les choses qui ont été présentées au Rennes, c'est dingue. Quand vous rentrez, vous recréez de l'émotion humaine dans une visite virtuelle. Ah non, en qualité vidéo et en qualité, on peut arriver à... Il faut se concentrer dessus et quand même se dire... mais vous ne retirerez pas la main sur la cheminée, l'espèce de truc qui fait que on est dans la cuisine, on ouvre la fenêtre. Enfin, bien sûr, il y a ça. Taper sur le sol avec son pied. Tac. C'est une voiture et on claque la portière, on tape dans les pneus. Ouais, c'est ça. Non mais
c'est des gestes Non, voilà. mais n'empêche qu'il l'a dit, on peut se rétracter au moment de l'état des lieux. Ouais, on peut. En location. En location, Ouais, non, en parce que location. j'avais bien distingué les deux. Merci à vous. Bon, vous gardez l'espoir. Il y a une forme comme ça Toujours de l'espoir. volontarisme très fort. Et vous nous dites, vous, globalement, vous êtes en train de connaître une croissance assez forte. Non, En mais cause- justement, C'est cynique, en cause des divorces, parce que les couples se sont engueulés Ouais, je dis pendant, pas- je dis pendant pas- 2 mois. je dis pas que ça, je dis qu'il y a aussi ceux qui, justement, ne peuvent pas visiter. Nous, on peut. On est chasseurs. Vous êtes chasseur. On est professionnels et on peut. Et on travaille en collaboration avec nos collègues de l'agent immobilier qui eux aussi le font. Et donc on fait des visios à 3 et on arrive à dire si le lit va rentrer, etc., à se projeter. Et certains clients. On sépare bien location de vente, hein, parce que Ouais, voilà. ouais, bien sûr, non, mais c'est sûr. Mais ceci dit, c'est ceux qui ne peuvent pas accéder au crédit qui viennent louer en urgence chez nous. Hein. Mais Donc, C'est ceux-là, exact. Le banquier leur a dit, vous n'avez pas assez Exactement. d'apport, tiens, passez donc en moins location. 20%, moins 20% d'accès au crédit. Avant de nous quitter, Laurent Vimon, là vous faites des états des lieux, j'imagine, hebdomadaires. Dans les grosses agences, on vous dit, là j'ai 40 clients qui attendent. Hein. C'est que quand ça réouvre, c'est vous. On ne va pas rester passif. C'est-à-dire que ces clients-là, ils sont suivis, Vous les entretenez. contactés, Ah oui. entretenus et prêts à repartir. Ouais, il faut les garder au chaud, comme on dit. On va Ce bondir. qui justifie, à mon avis, le fait que le marché ne baissera pas parce qu'il y a une très forte demande et que ça maintient finalement un niveau de Et marché. puis, il y a un élément important, c'est les taux qui sont extrêmement bas, Et oui. qui n'ont jamais été aussi bas et qui Moins- portent le marché. Moins de 1% quand on emprunte sur 15 ans, 1% sur 20, effectivement. C'est ça qui fait que le marché aujourd'hui reste stable. Que les banques continuent à jouer le jeu aussi, à Exactement. emprunter, à prêter, parce que c'est un vrai sujet. Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Laurent Vimon, président de Century 21. J'ai donné des mauvais chiffres, donc c'est combien d'agences en France 900 agences, Voilà. 7000 collaborateurs en France. Voilà, qu'on soit précis, parce que je vous ai... J'ai noté les vôtres et on se revoit dans quelques années. Dans quelques années, vous revenez, parce que là, il y a une belle prospective. Avec les 32 000 collaborateurs. Ouais, je crois On que va les beaucoup 5000 recruter. je crois que les 5800 agences, c'était l'ensemble des agences qui étaient réunies au sein de cette C'est tribune. possible. C'est possible. Voilà. Donc vous auriez acheté tous les concurrents, en fait. Oui, mais on n'achète pas, nous, c'est des franchisés, donc chacun vient se développer. J'ai bien compris. Lénaïque Boucher, merci, cofondateur de Cocoon. Ouais. C'est sur Internet, on va on fait C'est sur Internet cocoon.fr. et on recrute 300 cocooners en ce moment. 300 Ouais. en CDI. De l'emploi. Voilà, de l'emploi. En CDI? Non, ce sont Travailleurs des freelances, indépendants, c'est des ils nous ont- freelances. On a fait une étude là. ils Ah bah sont vous dites très ça à la fin de l'émission. Bah, vous m'avez pas posé la question sur la location que vous aviez envie de travailler de transaction, ce que je comprends, puisque ça a l'air d'intéresser le monde Vous entier. savez ce qu'on puisque- fait, hein, quand les gens ne se posent pas la bonne question, il faut s'imposer. Hein. Ah mais Allez hop. Vous connaissez la technique. bien sûr. Mais je C'est pense ces que questions et c'est vos réponses. Ouais, Georges Non. Marchais, Jean-Pierre Elkabbach. Allez-y, Voilà. terminez, non, concluez. ce que je trouve intéressant de mentionner, c'est qu'il n'y a pas que la transaction qui est juteuse. La location, quand elle est bien faite, peut le devenir. C'est pas Et- juteux. Juteux. C'est rentable, mais c'est pas juteux. J'étais sûr que ce mot allait vous faire réagir. Et là, malheureusement, vous avez pris la parole à la fin de notre émission. J'ai accepté un petit peu de débord, mais en tout cas, il y a 300 cocooners Exactement. qui sont travailleurs indépendants, freelance, qui peuvent venir travailler dans votre structure. Allez sur le site. Voilà, ils cherchent les cocooners. C'est un cas. Attention, c'est pas un Tout à cas. fait. C'est Très joli comme. Cocooner, exactement. Merci Laurent Vimon, merci Yannick Boucher. La fin de notre émission, c'est tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi, avec le livre de Smart Job. Là, c'est une coach qui accompagne les mamans qui veulent changer, peut-être d'ailleurs devenir agent immobilier. C'est tout de suite. Mes invités sont restés avec moi pour le livre de Smart Job. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très très bien. Racontez-moi votre projet de livre chez Vuibert. Vous êtes coach. Alors des coachs, il y en a beaucoup, mais là vous intéressez vous en particulier aux mamans, celles qui ont un désir d'enfant et notamment celles qui ont des enfants. Quelle était l'idée? Ce sont des femmes à qui on montre working mom que faut faire le choix entre la maternité et le travail. Vous vous dites non, on peut vivre avec les deux. C'est un livre, je précise quand même pour ceux qui nous regardent, que c'est un livre pratique. Hein. Il y a des fiches pratiques, c'est pas de la littérature au sens propre, c'est un livre extrêmement pratique. C'était quoi l'idée de base? L'idée de base, c'était déjà d'accompagner les transitions professionnelles parce qu'il y a quand même une demande qui émerge sur la recherche de sens en entreprise, la recherche d'équilibre. Votre invité, je crois, hier en a très très bien parlé. Et il y a une population parmi les gens qui recherchent ce sens et cet équilibre, et c'est devenu impérieux, notamment avec le confinement, ce sont les mères de famille. Parce que les mères de famille, elles sont attendues maintenant partout. Elles sont attendues notamment dans la sphère professionnelle, et encore à exceller dans la sphère domestique, parentale, etc. Donc en fait, on a une double injonction
En tant que mère de famille, je le suis aussi, hein, moi, working mum, et je pense qu'il y a encore des plafonds de verre, plafonds de mer, comme on dit, en entreprise sur les évolutions de carrière des mères de famille. Hein, tout commence un peu à se compliquer. Traditionnellement, et on le voit encore, tout commence à se compliquer en termes d'opportunités, tout commence à se compliquer en termes de rémunération. Mais Bérangère, d'évolution professionnelle quand on devient mère de famille. ça c'est le diagnostic, on l'a souvent entendu sur ce plateau, les entretiens d'embauche, on vous demande si vous attendez un enfant, si vous allez avoir un enfant, bref. Qu'est-ce que vous leur dites à ces mamans? Quels conseils vous leur donnez? Alors c'est un conseil coaching extrêmement pratique, je leur dis. C'est quoi les conseils principaux que vous leur dites? Je dirais que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment, puisque parfois on est demandé par la vie pro, par la vie perso, par la vie parentale, etc. Il y a toutes ces injonctions de la société et on ne sait pas par quoi commencer, on voudrait tout, sauf qu'on est juste des êtres humains. Et il y a beaucoup de mamans qui sont épuisées dans le monde du travail. Alors le premier conseil que je leur donne, c'est vraiment demandez-vous qu'est-ce qui fait sens pour vous aujourd'hui. On a le droit d'avoir tout, on a le droit d'avoir l'un après l'autre, on a le droit de se faire aider pour avoir. Donc l'idée, c'est de ne pas partir avec des croyances, c'est de partir de soi-même et de se poser en se disant qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux dans cette prochaine étape de ma vie. Pour vous challenger un peu, est-ce que c'est pas un doux rêve de tout vouloir? Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un côté aussi de la société moderne où on veut être à la fois sportif, mère de famille, femme au foyer, femme amoureuse? Est-ce que c'est pas un peu impossible finalement tout ça? Moi, je crois qu'il est important de se poser la question pour en faire émerger des priorités. Effectivement, je veux dire, un verre d'eau, on ne va pas pouvoir le remplir plus parce qu'à un moment donné, il va déborder. C'est pareil, on n'est que des êtres humains, il n'y a que 24 heures dans la journée. Mais je crois qu'il est important parce que les mères de famille sont dans celles qui bossent, le travail domestique est un travail, le travail parental est un travail. Ça s'appelle la charge mentale. Oui, il y en a, oui, il y a la charge mentale en fait partie. Mais on est effectivement challengé, il y a cette fuite en avant et souvent il y a une déconnexion à soi et on manque de temps, on manque d'espace pour soi-même. Et ce livre, c'est une invitation à se reposer les bonnes questions. Si je me connectais à moi, qu'est-ce que je ferais? Laurent Vimont, vous faites la moue, là, vous avez fait une moue parce que vous êtes resté. Non, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut rêver grand. Ça évite de perdre ses rêves de vue quand on est fatigué et qu'il faut tout s'autoriser à imaginer que c'est évident qu'avoir des rêves permet d'ouvrir des portes et que les plafonds de verre, il faut avoir envie de les casser. Donc je suis de ceux qui ont fait un travail important pour que les femmes aient leur place dans l'entreprise. Il y a beaucoup de femmes agents immobiliers chez vous. La moitié de femmes chez nous. Il y a 400 patronnes ou managers d'agence parce qu'elles ont pas plus que les hommes, mais des qualités au moins égales à celles des hommes, ça c'est le minimum, et qu'on a montré ce qui fonctionnait. On a toujours mis en avant, et je suis le porte-parole, on m'appelle un FOM. Le FOM, c'est un homme avec un grand F dans l'entreprise Century 21, parce que j'essaye systématiquement de montrer systématiquement tout ce qui a marché et toute réussite féminine est mise en avant là, dans le réseau. Vous parlez à Bérangère, parce qu'on ne la voit pas à l'antenne, voilà. mais là, désolé, vous lui parlez, il y a un échange. Il ne faut pas renoncer à ses rêves, quoi. Au contraire, il faut en avoir des grands, des immenses. Ça évite de les perdre de vue. Bon, on ne voit pas Bérangère, mais c'était un appel à notre réalisatrice. Bérangère, ça vous évoque quoi cette idée? Il y a des fiches pratiques et des conseils du coach. J'ai vu dans votre livre, la personne dit, mais est-ce que je dois dire que j'ai eu des trous dans ma carrière parce que j'ai eu des enfants? Bah oui. Bah oui. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est souvent une question que les mères se posent. Elles sont un peu gênées de devoir parler à un recruteur. Elles sont parfois même gênées de postuler à certaines offres d'emploi, pensant que ça va être compliqué pour elles d'expliquer qu'elles ont été mères, qu'elles ont un parcours qui n'est pas forcément linéaire, qu'elles ont voulu une pause parentale, etc. Donc moi, je les engage à arrêter d'être gênées de ça. Et la carrière de maman fait aussi partie d'un parcours de vie. Et la vie professionnelle, aujourd'hui, elle est à égalité avec la vie perso. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. On ne peut pas articuler l'un sans l'autre. Donc je pense qu'il faut les deux. Lénaïque, juste d'un petit mot, parce que notre émission déborde, mais c'est très bon signe quand ça déborde. Je suis tellement d'accord avec vous. Nous, justement, c'est parce qu'elles ont eu des enfants qu'elles nous intéressent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'elles ont capitalisé sur ces grands moments de vie-là. Mais qu'elles ont une densité aussi. Elles ont une densité, qu'elles savent le faire, qu'elles peuvent accompagner des gens qui vont bientôt être enceintes. Et chez vos clients, c'est pareil. Savoir parler à une mère de famille, quand on est une mère de famille, parce qu'on a les contraintes de la chambre, on sait que le placard, ça ne marchera pas ou ça va marcher. Bah oui, on sait de quoi on parle, évidemment. C'était un plaisir de vous accueillir dans cette émission. Bérangère Touchman, fondatrice du cabinet de coaching, et votre livre Working Mum,
c'est chez Vuibert. C'est un livre pratique, avec des exemples pratiques, des fiches pratiques. Donc c'est toujours intéressant. C'est le genre de livre qu'on emmène dans son sac à main, ça, voilà, et qui permet d'avoir un pense-bête. Merci. Il faut que les hommes lisent. Et un livre, évidemment, qui n'est pas destiné qu'aux femmes, Bérangère, ça va sans dire. Un livre qui est destiné aux hommes, aux chefs d'entreprise et aux décideurs, pour leur faire changer un petit peu leur point de vue. Merci à vous deux, messieurs, de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette émission. Merci à vous, merci à Fanny Gressmer, qui m'accompagne tous les jours, et c'est un vrai plaisir. Merci aux équipes techniques qui m'aident à préparer cette émission. Et puis on se retrouve demain, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien, ne prenez aucun risque. À demain, bye bye.